Autour du monde se poursuit sur France 24, 15h30 à Paris, 14h30 à Lagos. Place à votre rendez-vous Afrique avec aujourd'hui un entretien avec David Benaïm, un journaliste franco-israélien enlevé au Nigeria en 2021 et auteur du livre Captif aux éditions Écrin. Entre thriller géopolitique et récit de survie, le livre Captif du journaliste David Benaïm retrace donc son enlèvement en juillet 2021 au Nigeria. Un livre où il est question donc de deuil, d'exil et de quête d'identité. Pour en parler, donc son auteur est notre invité. Bonjour David Benaïm. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc en juillet, alors vous avez le sourire, c'est la première chose qu'on voit. C'est vrai. On va revenir quand même sur un événement un peu traumatique de votre histoire en juillet 2021. Vous êtes donc au Nigeria pour un documentaire donc sur les tribus perdues d'Israël. On y reviendra un peu plus tard. 3 jours après votre arrivée sur le sol, votre vie bascule durant un contrôle. Vous êtes accusé d'espionnage. Racontez-nous. On vient d'arriver, on est venu pour le tournage pour tourner une toute petite communauté Igbo au sud du Nigeria, accueillie de manière absolument exceptionnelle, incroyable. J'en ai à chaque fois des frissons dès que je le raconte. Et le vendredi matin, à 7h du matin, le téléphone sonne et là, c'est les services secrets, on ne le sait pas encore, qui veulent nous interroger, savoir pourquoi on est là. Ils nous demandent de venir avec notre téléphone, nos passeports, mais nous attendent en bas de l'hôtel 3 vannes avec des hommes cagoulés, armés, et qui nous emmènent sur un périple qui va durer 3 semaines. Donc c'est l'incompréhension. Pour vous, vous comprenez, donc quand on lit votre livre petit à petit, vous comprenez ce qui vous arrive, vous comprenez que vous êtes enlevé. Cette captivité, elle va durer donc 3 semaines. Donc vous racontez en détail les sensations que vous avez vécues. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir psychologiquement durant cette captivité ? D'abord l'équipe et la fraternité, l'équipe de tournage avec laquelle on a été arrêté, malgré les conditions terribles. On était vraiment dans une cellule entourée de dizaines de bouteilles d'urine des précédents prisonniers. C'était vraiment une période de captivité compliquée, mais nous, on a continué en permanence à garder notre humour, notre humanité. On faisait exprès en permanence de continuellement garder notre humanité. On chantait, on se racontait des histoires. Je suis un peu plus âgé qu'eux, et donc à chaque fois, ils m'appelaient Baba Daoud, qui est donc un peu le grand-père de l'histoire. Raconte-nous des histoires. Et donc je leur racontais des histoires. Donc malgré la cellule et l'horreur de l'endroit dans lequel on était, on essayait en permanence de garder notre humanité. Ce livre, c'est un message aussi de résilience. On le voit, vous êtes très positif. Je l'ai dit en introduction, vous êtes très souriant. Il y a eu des épreuves compliquées pendant ces 3 semaines. Il y a eu des épreuves compliquées pendant ces 3 semaines et surtout qui m'ont confronté à une réalité qui est mon passé. J'ai eu beaucoup de deuil, j'ai perdu mon mari, ma maman très très jeune, je suis séropositif et je le dis dans le bouquin parce que ça joue un rôle, parce que j'ai besoin de mes médicaments pour pouvoir survivre. Donc ce livre, c'est aussi une histoire de résilience et un combat pour la vie et de se dire en permanence que malgré les situations d'obscurité, il y a toujours un moyen de regarder la lumière. Dans votre livre, donc, qui est écrit sous forme de thriller, vous évoquez largement les services secrets nigérians. Quel regard vous portez sur leur fonctionnement ? La DSS, c'est vraiment un État dans l'État. Et quand on est arrivé là-bas, on n'avait pas du tout cette conscience, cette connaissance. On arrive dans une situation politique à l'intérieur du pays où le leader indépendantiste de la région du Biafra, du sud du pays, s'est fait arrêter quelques jours plus tôt, extradé vers Lagos. Et on se retrouve au milieu de tout ça, récupéré par les réseaux sociaux. Nos messages sont récupérés par les indépendantistes. Et c'est pour cette raison-là que les services secrets nous ont arrêtés et nous ont accusés d'espionnage. Mais pendant les 3 semaines, on ne sait pas vraiment la raison pour laquelle on a été arrêtés. Et surtout, ils ne nous le disent pas. Il y a cette méthode un petit peu africaine de toujours nous dire oui en permanence et de faire en sorte que le temps avance. Sauf qu'il y a des jours fériés, il y a des gens, des geôliers qui sont là et qui changent de service. Donc à chaque fois, il faut se répéter et ça joue contre nous en permanence. Mais c'est la situation géopolitique qui fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation et la DSS qui fait un travail extrêmement difficile. Et vous parlez du travail des services secrets donc nigérians. On va s'intéresser aussi aux chancelleries, puisque vous en parlez. Vous avez la nationalité française, donc vous êtes français, vous avez un attachement particulier avec la ville de Nice dans le sud de la France. Absolument. Vous êtes également donc israélien et américain. Alors j'avais la carte verte à l'époque, je suis pas américain, mais en effet, à tous les 3, on possède la nationalité américaine, israélienne et française. Et ça nous a aidés chacun à leur manière. La France
de manière très humaine, a réussi à s'occuper de moi de par ma maladie. On va dire que les Américains, c'était un peu plus punchy, surtout du point de vue sécuritaire, parce qu'il y avait des accords économiques qui étaient en cours entre le Nigeria et les États-Unis. Et puis Israël, qui a joué aussi un rôle en coulisses. Les Israéliens sont connus pour aider les services de sécurité nigériens en permanence et de les former. Donc, ils ont probablement joué un rôle en coulisses là-dessus aussi. Alors là, on évoque la situation donc d'otages. On pense forcément à notre confrère Christophe Glaise, qui donc est retenu depuis le 24 mai 2024 donc en Algérie. Est-ce que vous conseillez de médiatiser les enlèvements ? Ça fait vraiment partie de mon histoire. J'ai été, avant d'être enlevé moi-même, le porte-parole d'un ami à moi qui s'appelle Fabien Azoulay, qui est resté 4 ans en prison en Turquie. Et au moment où je me fais moi-même arrêter, Fabien est encore en prison. Et donc, c'est un petit peu un coup de boomerang. Et je sais à quel point médiatiser une histoire, ça peut complètement transformer la possibilité dans un sens ou dans l'autre. Et surtout, je me dis qu'au tout début d'une captivité, au tout début d'une prise d'otage, il est essentiel de ne pas médiatiser. Pourquoi ? Parce que c'est une cartouche à garder une fois que le temps diplomatique et judiciaire est passé. Si on déclenche la cartouche médiatique très rapidement, elle sert à rien. Et donc là, c'est ce que conseille d'ailleurs le gouvernement français. Je ne le savais pas au moment, mais ils ont raison. Et dans votre cas, on a parlé, et on voit la famille de Christophe Glaise, notamment ses parents, qui ont pu passer sur le plateau de France 24. Dans votre cas, votre frère a joué un rôle clé. Il a joué un rôle clé, d'abord pour essayer de calmer certains élans médiatiques, puisqu'en étant journaliste, effectivement, les gens auraient voulu pouvoir s'intéresser davantage à ce qui nous arrivait. Et il a aussi joué un rôle important parce que, de par ma sexualité, du fait qu'au Nigeria, c'est punissable de 14 ans de prison, dans certaines régions de lapidation, il a fallu qu'il aille supprimer les posts sur mes réseaux sociaux, donc il a joué un rôle essentiel. Oui. Donc vous évoquez votre homosexualité et votre statut de séropositif. Est-ce que ça a joué un rôle dans la manière dont vous avez interagi avec vos geôliers ? Je devais faire très attention de cacher tout ça. Je ne pouvais pas parler de ma maladie parce qu'explicitement, ça aurait dévoilé la sexualité. Et il fallait que je fasse très, très attention parce que ce n'est pas du tout la raison pour laquelle ils nous ont arrêtés. On voit ce qui est en train de se passer au Sénégal en ce moment. Il faut faire très attention dans ces pays-là où, du point de vue légal, c'est interdit. Ils sont très sérieux sur leur législation. Oui. Donc vous avez évoqué, donc dans votre livre, vous évoquez votre situation de captif, vous évoquez votre deuil, vous avez évoqué il y a quelques instants donc le décès de votre époux Dany. Je vais revenir aussi sur ce qui vous avait emmené donc au Nigeria, c'est-à-dire ce documentaire sur la communauté Igbo et donc les tribus perdues d'Israël. Vous écrivez dans votre livre, être juif n'a jamais été lié à une pratique religieuse quelconque, c'était l'appartenance à une histoire. Comment donc le travail que vous avez mené sur place en Afrique vous a amené à une réflexion sur votre identité juive ? Parce que c'est justement l'identité et l'appartenance à un peuple plus qu'à une religion. Et les Igbo du Nigeria, qui donc se disent descendants des enfants d'Israël, qui sont partis d'Égypte, qui ne sont pas rentrés dans l'État, en terre d'Israël, en terre sainte, après la sortie d'Égypte, qui ont descendu le fleuve, le Nil et ensuite le Niger, pour se retrouver au sud du Nigeria d'aujourd'hui, la région du Biafra. Eux, ils ont vraiment une appartenance de peuple. 50 millions d'Igbo, même s'ils sont pour l'immense majorité chrétiens, se disent appartenir à cette descendance des enfants d'Israël. Et il y a une vingtaine de milliers qui ont fait un retour vers le judaïsme et la pratique religieuse. Mais la pratique religieuse est un accessoire. Moi, de me retrouver en Afrique, et après j'ai fait 11 pays d'Afrique où j'ai été à la rencontre d'autres tribus. J'ai été rencontrer les Abayudaya en Ouganda, j'étais à Madagascar, les Beta Israël d'Éthiopie. C'était des voyages absolument exceptionnels. Et de voir que toutes ces personnes-là avaient en effet la valise commune de la religion juive à porter, mais également l'appartenance au peuple, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur couleur. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a énormément frappé. Et ils sont également pas uniquement en Afrique, ils sont aussi en Inde, les Bnéménachés, ils sont en Amérique latine, des enfants de toutes les personnes qui ont été converties de force du Portugal et d'Espagne. Donc, il y a une histoire commune qui est absolument incroyable. Vous êtes arrivé en Inde, mais moi, je vous ramène en Afrique parce qu'on est dans notre rendez-vous Afrique. Qu'est-ce qui vous a marqué en allant donc à la rencontre de ces communautés africaines ?
D'abord leur accueil. L'accueil absolument incroyable. Je vous dis, quand on est arrivé aussi bien chez les Abayudaya d'Ouganda ou quand on est arrivé chez les Ibo du Nigeria, ils nous accueillent comme des membres de leur famille, comme si on se connaissait depuis toujours. En fait, comme si on s'était pas revus depuis 3000 ans. Et ça, c'est exceptionnel. On va vraiment rencontrer des communautés avec lesquelles on avait été déconnectés pendant 3000 ans. Et quand on se retrouve, eh ben, c'est naturel. C'est comme si on s'était jamais quitté. Et alors, vous évoquez donc, enfin, vous faites en tout cas un parallèle donc assez frappant entre ce qui vous est arrivé et enfin, en tout cas, on va dire qu'il y a une résilience tout au long de votre livre. C'est ce qu'on perçoit. Quel est le message fort que vous souhaitez faire passer aux lecteurs? Le sous-titre du bouquin, c'est Souviens-toi de ton futur. Et souviens-toi de ton futur, ça veut dire que chaque moment présent de notre vie, on doit absolument faire attention qu'il peut avoir un écho vers le futur. Et donc, d'abord d'être des gens bien, de bien se présenter avec les personnes qu'on a en face. Et je pense que ça nous a beaucoup servi. Et surtout, de toujours trouver la petite lumière, le petit étincelle qui fait en sorte qu'au milieu de l'obscurité, on peut s'en sortir. David Benaïm, merci d'avoir été notre invité sur France 24. Je rappelle le titre de votre livre est Captif aux éditions Écrin. Et restez avec nous tout de suite, c'est Légendes urbaines.